On se retrouve pour une interview avec Fadi Kassem du PRCF qui présente trois candidats, je crois, plutôt qui se présentent dans trois circonscriptions, le PRCF pour les législatives, et notamment pour revenir sur la séquence et sur le rôle des communistes dans cette séquence avec les élections européennes. On va parler de ça, on va parler de la dissolution, on va parler des législatives, on va parler de la fascisation ambiante. Ça faisait longtemps que je voulais recevoir le PRCF sur la chaîne. C'est maintenant chose faite et on va pouvoir avoir les analyses de Fadi sur tout ça. Salut Fadi, est-ce que tu m'entends? Très bien, et bonsoir, et merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, pas de problème. Alors déjà, peut-être qu'on pourrait commencer par présenter le PRCF, parce que le PRCF, c'est... alors je sais pas d'ailleurs si tu diras que c'est un parti, parce que c'est un pôle plutôt qu'un parti, d'après sa définition, pôle de renaissance communiste en France. Et Oui. notamment parce que la dernière fois, on avait eu l'ANC sur la chaîne, donc l'Association nationale des communistes, Oui. et je leur avais posé la question, la différence avec le PRCF, parce qu'en fait, dans la tête des gens, je pense que c'est des choses qui sont liées, c'est-à-dire des gens qui ont quitté le Parti communiste, notamment sur la question de l'Union européenne. Et donc voilà, quelle est la différence avec le PCF? Quelle est la différence avec l'ANC, avec RC? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît? Oui, un petit peu plus que deux mots, mais Bien effectivement, sûr. d'ailleurs, cette année, le pôle de renaissance communiste en France, donc qui n'est pas un parti, qui n'a pas la prétention à l'être à lui tout seul d'ailleurs, fête ses 20 ans. Le PRCF est issu, comme l'ANC, comme le Rassemblement communiste, en fait, de la rupture avec l'appareil du PCF, qui a entamé, ça va faire presque 50 ans maintenant, une mutation européiste, hein, disons-le clairement, funeste. En gros, en abandonnant progressivement ce qui faisait l'essence du communisme selon nous, c'est-à-dire du marxisme-léninisme. Après, au départ, il y a eu des tentatives de transformation de l'intérieur qui n'ont pas fonctionné. La rupture a eu lieu en 2000 au congrès de Martigues. Et puis ensuite, donc ça, c'était les camarades de ce qui va devenir l'ANC, le RC, le PRCF. Après, il y a effectivement des divergences dont on va parler là. Donc le PRCF, ça fait 20 ans qu'il existe. Effectivement, on a des contacts avec les camarades du RC et de l'ANC. On essaie de développer l'unité d'action, de traiter les différences, parce qu'il y en a, et même certaines divergences, elle qui nous paraît importante, parce que tu l'as dit, il y avait notamment Charles Warreau de l'ANC qui était présent la dernière fois. Bon, bah pour nous, par exemple, la reconstruction d'un parti, véritablement de la forme parti, elle est inévitable et indispensable. Inévitable et indispensable, ça veut dire revenir sur tout ce qui fait que le PCF n'est plus, à notre sens, au moins dans sa structure nationale et même plus, communiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PCF a abandonné en 1976 la dictature du prolétariat, c'était lors du 22e congrès. Le congrès suivant, en 1979, l'abandon du marxisme-léninisme, et puis il y a 30 ans, l'abandon du centralisme démocratique, qui d'ailleurs est historiquement lié à la Révolution française et au jacobinisme, à Robespierre, quoi. Tout ça, pour nous, c'est indispensable, un vrai parti. Et si je peux me permettre, puisque c'est en lien avec l'actualité, ce qui a été très vanté ces dernières années, ce sont les mouvements horizontaux, gazeux, etc. C'est comme ça, par exemple, que la France insoumise se définit. Eh bien, on peut voir ces derniers jours le résultat. Le résultat d'une telle logique où il n'y a pas, où dans le fond, le fonctionnement dépend davantage presque de la fidélité au porte-parole principal qu'à une ligne politique qui n'est pas fixée que par le porte-parole principal. C'est pas vrai, mais enfin, qui peut fluctuer, etc. Et puis, on voit qu'il peut y avoir des contestations internes. Ça existe aussi d'ailleurs au sein du PRCF potentiellement et de n'importe quel autre mouvement, à ceci près que quand il y a des statuts, un fonctionnement sur le type de centralisme démocratique que nous défendons, on peut avancer de manière beaucoup plus unitaire. Voilà. Ça, c'est une des différences majeures avec l'ANC, car je sais que Charles Warreau, à plusieurs reprises, a évoqué ses doutes, pour ne pas dire davantage, sur ce que je te dis là, et pourtant, on voit qu'on a plus que j'avais besoin d'un parti bien organisé, bien discipliné, et organisé démocratiquement, mais organisé pour pouvoir avancer. Voilà. C'est une des différences majeures. Il y a quelques autres différences, on va peut-être en parler après, mais celle-ci, elle est importante. Et nous, vraiment, PRCF, on œuvre sur cette logique-là, pour reconstituer un vrai parti communiste, dont on a urgemment besoin. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est intéressant, notamment parce que
Je pense que c'est des débats, limite, il faudrait qu'on fasse, je pense, un épisode que là-dessus, enfin une émission que là-dessus, parce que les débats sur le centralisme démocratique, le marxisme, c'est quelque chose d'assez poussé. Aujourd'hui, on va plus parler peut-être des élections législatives, de tout ça, notamment des candidatures que vous présentez. C'est des débats théoriques, je pense qu'il faut avoir. Je voulais aussi que tu différencies un peu votre mouvement, parce que tu as commencé par dire, nous, on s'est positionné contre une évolution européiste du PCF. Alors ça, je pense que c'est déjà pas évident pour tout le monde. Bien Mais en sûr, plus de ça, bien quelle est sûr. votre différence avec d'autres personnes qui revendiquent le Frexit? C'est-à-dire, par exemple, je pense au mouvement de Georges Kuzmanovic, au mouvement, je sais pas, même des mouvements plus droitiers, l'UPR, voire les trucs genre Philippot et tout. Quelle est la différence et est-ce qu'il y a des choses qui vous relient? Enfin voilà. Partir dans l'ordre de ce que tu as dit, bon, le PCF, historiquement, et quand je dis historiquement, il faudrait remonter aux années 50, hein, par exemple, a combattu la construction européenne. Bon. Mais au point de s'y opposer très durement, puisque c'était une construction capitaliste. La construction européenne, en fait, elle a d'ailleurs commencé dans les années 20, et c'est clairement les grands sidérurgistes, les grands banquiers, les grands marchands qui l'ont réalisée. Puis à partir du milieu des années 1970, déjà sous Georges Marchais, qui à la fois, je ne vais pas dire encouragé, mais du moins laissé faire à minima, et en même temps chercher à freiner, ben, il s'est opéré ce qu'on a appelé la mutation eurocommuniste, c'est-à-dire l'abandon de ce que j'ai dit progressivement. Ça s'est fait aussi en Italie, en Espagne, hein, entre autres. Et finalement, on est arrivé à un PCF qui s'est couché, même a été soumis à la social-démocratie, et en particulier au Parti socialiste. Bon, d'ailleurs, on voit les résultats électoraux hein, depuis, bon, progressivement à partir des années 1980. Et déjà, au moment du traité de Maastricht, c'était pas gagné au départ de pouvoir entraîner l'appareil du PCF contre ce funeste traité. Et puis, petit à petit, quand même, parmi les communistes, enfin pas petit à petit, d'ailleurs, certains ont dit, mais il faut en finir avec cette construction européenne capitaliste. Et le PRCF est notamment le produit de sa volonté d'en finir. D'où d'ailleurs la ligne, depuis le 18 janvier 2004, hein, jour de fondation du PRCF, du Frexit progressiste. Je le signale d'ailleurs parce que je sais que Asselineau ou Philippot, de temps en temps, aiment bien se vanter d'être les premiers à avoir prôné, enfin c'est surtout François Asselineau qui dit ça. Bon, il a fondé l'UPR le 25 mars 2007, pour être précis, c'est-à-dire 3 ans après la fondation du PRCF. Il avait choisi la date du 25 mars, pas par hasard. C'est jour de signature des traités de Rome, hein, c'était 50 ans après. Mais quelle différence avec eux? Bah, déjà, la différence, c'est dans l'adjectif progressiste. Et dans le fait que nous ne prenons pas 3, mais 4 sorties. Euro, UE, OTAN et capitalisme. Parce que de toute façon, pour nous, tout est lié. Et je signale d'ailleurs que cette idée progresse, hein, au sein notamment de certaines bases rouges de la CGT, puisque pas plus tard qu'il y a 2 semaines, Unité CGT a publié un tract qui s'appelait «L'UE, c'est la misère et la guerre». Et il y avait écrit sortie de l'UE et rupture avec le capitalisme. C'est-à-dire ce dont ne parle absolument pas Florian Philippot et François Asselineau. Asselineau, en gros, c'est bon, on en finit avec ça, très bien, après on verra ce qui se passera, on verra bien, après on choisira. Bah non, on ne choisira pas, parce que de toute façon, le grand patronat, lui, a déjà choisi. A déjà choisi. Il mène un combat, une lutte des classes, et pour lui, l'UE, l'euro, l'OTAN, tous ces trucs-là, ce sont des superstructures qui sont à son service pour écraser les intérêts des travailleurs. Bon, pour nous, c'est inévitablement lié. Le Frexit et le côté progressiste, c'est-à-dire rupture avec le capitalisme, sont liés. C'est ça la grande différence majeure. J'ajoute, pour terminer, que là, récemment, on a pu voir, par exemple, que bon, il y avait eu des problèmes à l'UPR, hein, il y a eu une scission il y a 4 ans, et Charles-Henri Gallois, qui est l'un des responsables de Génération Frexit, a décidé Qui est l'ancien numéro 2 de de... l'UPR. Voilà, et là, il a décidé de concourir aux législatives sous l'étiquette du RN, qui, rappelons-le, le RN ne veut sortir ni de l'euro, ni de l'UE, ni de l'OTAN, je ne parle même pas du capitalisme, comme Dupont-Aignan, comme Zemmour. C'est-à-dire que dans le fond, et je rappelle que Philippot lui-même s'est déjà affiché aux côtés de Dupont-Aignan, de Jean-Marie Le Pen ou de Zemmour. Bon. Dans le fond, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sincères dans leur combat contre l'OTAN et tout, mais en réalité, on voit très bien vers quoi ça peut mener de leur point de vue, c'est-à-dire la fusion des droites sur des bases plutôt racialistes et en tout cas pas de classe, ça c'est une évidence.
Et c'est la grosse différence de taille, c'est que pour nous, le combat majeur demeure, quoi qu'il arrive, la lutte des classes et la rupture avec le capitalisme pour construire le socialisme communiste de nouvelle génération. Bon, et pour nous, ça passe par la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN. Donc, Mm. différence de taille, comme on peut Non, le mais voir. c'était important parce que c'est quelque chose qui est souvent mal compris. Moi, je sais, notamment sur des réseaux, notamment sur Twitter, par exemple, le PRCF va presque passer pour des sociaux chauvins parce qu'il prône le Frexit. Alors que il y a toute une portion de gens qui prônent le Frexit parce qu'en fait, ils sont pas progressistes et on voit qu'en fait, c'est parce qu'ils veulent mettre en avant les intérêts de la bourgeoisie nationale. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand je vois Charles-Henri Gallois aller sous l'égide du RN, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il veut pas quitter l'UE parce que l'UE est un outil du capitalisme. Parce qu'au final, il va se soumettre à d'autres capitalistes qui se prétendent plus nationaux, qui sont en fait même pas forcément en soi. Mais justement, je pense que c'est la chose c'est la chose à pointer. Et d'ailleurs, on pourrait se demander aujourd'hui si avec l'échec de tous ces souverainistes-là, qui ne sont pas des souverainistes progressistes, bah, si au final, il n'y a pas qu'un Frexit possible progressiste. C'est-à-dire que je vois pas trop, tu vois, Montebourg est allé dîner avec Robert Ménard. C'est marrant de voir tout ça en ce moment, comme si tous ces souverainistes, à l'arrivée de Jordan Bardella, commençaient en fait à faire tomber le masque un peu, quoi. Oui, parce que dans le fond, en réalité, ce ne sont pas de vrais patriotes, ces gens-là. Qu'est-ce que c'est la patrie, la nation? Bah, c'est ce que disait déjà le philosophe communiste Politzer, hein, Georges Politzer, dans les années 30. Il disait, la nation, en définitive, c'est le peuple. Et qu'est-ce qu'on entend par le peuple? Ce sont les travailleurs qui se battent pour être souverains, c'est-à-dire s'émanciper individuellement et collectivement, et s'émanciper de toutes les forces de soumission, à commencer, on en revient à ce qu'on disait, à commencer par l'ordre capitaliste. J'utilise volontairement le terme d'ordre d'ailleurs, parce que c'est pas que le système économique, c'est l'ensemble des superstructures politiques, juridiques. Donc ça veut dire quoi? Bah, au niveau national, c'est le MEDEF, c'est le CAC 40, c'est la pseudo-république, pour ce qu'il en reste, l'État bourgeois dominé par tous ces gens-là et par tous les gouvernements qui se succèdent pour appliquer leurs desiderata. Au niveau supra, j'insiste sur l'expression supranational, c'est l'Union européenne, c'est l'euro, c'est la Banque centrale européenne, c'est la Commission européenne, bon, qui d'ailleurs, par parenthèse, pas plus tard qu'hier, a lancé une procédure pour déficit excessif contre la France, qui était d'ailleurs prévue en fait depuis plusieurs mois. Mais bon, là, ça tombe bien, le contexte est favorable, allons-y, on peut y aller. Et puis, au niveau mondial, la mondialisation qui n'est pas une vraie mondialisation, c'est la domination du capital à l'échelle mondiale, c'est-à-dire FMI, OMC, Banque mondiale, paradis fiscaux, pseudo-accords de libre-échange pour faire de la concurrence non libre et faussée, parce que c'est ça la réalité. Et forcément, les gens de droite, ils sont coincés à un moment donné. Les gens de droite dits souverainistes, parce qu'ils n'osent pas affronter le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est ce que disait déjà Franz-Olivier Gisbert en 1989, quand on l'interrogeait, on lui demandait, mais la liberté de la presse, il disait, mais c'est une vaste rigolade. Il dit, le vrai pouvoir, c'est le capital, ça, c'est le vrai pouvoir. D'accord avec Gisbert de ce point de vue-là. Voilà. Ouais. Non, bon, c'est bien d'avoir mis ces bases-là. Maintenant, j'aimerais qu'on passe un peu à l'analyse de la séquence, parce que là, on a une séquence où, je crois que c'est Lénine qui disait ça, tu sais, il y avait des années où il se passait rien, il y avait des semaines comme ça où il se passait des années. Et là, on a l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que les européennes, la dissolution, LR qui commence à vouloir un peu s'allier, enfin une partie de LR avec le RN, on a toute une recomposition comme ça qui se forme. J'aimerais qu'on commence peut-être par l'analyse des européennes. Comment vous, au PRCF, vous vous êtes positionné par rapport à ça? Je crois que vous avez fait une campagne pour l'abstention. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer l'analyse que vous avez eue et comment vous avez considéré le résultat, quoi? Alors, effectivement, juste pour commencer, un petit point de sémantique, c'est important parce que c'est une bataille centrale, la bataille idéologique. On sait quelque chose d'ailleurs, la nécessité de parler avec ces termes contre les termes de l'adversaire, de l'ennemi. Nous, on a fait une campagne pour le boycott. C'est au-delà de l'abstention, c'est politiser Oui, l'abstention. Donc le boycott, véritablement, comme quand il y a BDS, hein, oui, boycott, désinvestissement, sanctions, c'est le même principe. Et nous, on parle de scrutin européiste parce qu'on ne parle pas d'élection. Pour nous, c'est un simple scrutin, tout simplement parce que l'UE n'a aucune légitimité à nos yeux, aucune par rapport à tout ce qu'on a dit déjà précédemment. Et le fait est que ce qu'on disait, c'est que, et c'est pas la première fois qu'on le faisait,
c'est que si on vote, on légitime ce machin-là. On le légitime, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que pendant des mois et dès le début de l'année, Macron, et pas que Macron d'ailleurs, a appelé à voter. Il n'a pas dit pour lui d'ailleurs, il a dit voter. Il faut absolument voter. Voter pour légitimer ses plans à lui, naturellement. Bardella lui-même, le 1er mai dernier à Perpignan, expliquait qu'il avait deux ennemis majeurs que sont la dispersion et l'abstention. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé parce qu'on a un peu oublié les résultats à la suite de l'annonce de la dissolution par le Tartuffe. Mais en réalité, si on regarde bien, la participation, c'est clair, a augmenté. Hein. Enfin, il y a quand même un travailleur sur deux qui ne vote pas toujours. Donc ça reste quand même important. Et comme par hasard, quel est le parti qui a vu son chiffre exploser? Le RN. Et d'ailleurs, c'est normal parce que quand le RN arrive dans 32 000 communes en tête, il a misé à la fois sur un vote protestataire, et puis il ne faut pas se tromper, il y a aussi malheureusement un ancrage maintenant, un ancrage sur une fausse image du RN qui serait soi-disant patriotique, soi-disant populaire, alors que c'est exactement l'inverse. Nous, ce qu'on disait clairement, c'est on mettait en garde en disant non seulement vous allez légitimer l'UE, non seulement vous allez légitimer le saut fédéral européen dont personne n'a parlé, c'est-à-dire la disparition tout simplement de la nation France dans le sens politique, social du terme, et donc dans la possibilité des travailleurs de s'organiser à l'échelle nationale pour pouvoir affronter son capital déjà chez lui, c'est déjà pas mal, et vous allez légitimer le RN. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. Tout de suite, ça a été le RN, le grand vainqueur, blablabla. Malheureusement, nous, on l'a vu venir parce qu'il y a un ancrage, qu'on le veuille ou non, du RN dans le pays. Quand tu arrives en tête dans 32 000 communes, ça ne peut pas être que de la protestation à un moment donné. Et encore une fois, l'ancrage est sur des bases souvent pourries, mais la réalité, c'est qu'il est là. Donc c'est pour ça que nous, on disait faut boycotter. Et maintenant, on voit la situation. On voit la situation. Le RN va surfer sur une dynamique à relativiser quand même. Hein. N'oublions pas que le RN n'a fait que, c'est trop hein, d'ailleurs, c'est 16% de trop, mais il n'a fait que, entre guillemets, 16% du corps électoral. Et je répète, ce sont 16% de trop. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, tu vois, j'entends tout à fait ces arguments, mais en fait, j'ai l'impression que Macron, il s'en fout en fait de l'abstention. J'ai l'impression qu'en fait, il y aurait une personne qui vote pour lui, il continuerait. Alors oui, ça délégitime un peu, mais c'est quelque chose qui... En fait, j'avais presque l'impression que aller voter ou ne pas aller voter, ça changerait pas grand-chose, mais que j'avais quand même envie de donner ma voix à la France Insoumise. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tenu le coup pendant notamment la séquence Palestine, tu vois. Et moi, je trouvais que c'était quand même important. Et je pense qu'aujourd'hui, on aurait eu la FI à 6%, le bloc de gauche était liquidé par Glucksmann et tout, alors qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une position où la FI est quand même un peu dans la merde, hein, on est d'accord, mais où au moins, ils ont été... ils restent un peu centraux. Quand tu vois le programme du Nouveau Front Populaire, c'est un peu le programme de la France Insoumise. Et je pense que le fait qu'ils aient mobilisé des gens en plus, parce que tu disais le RN a mobilisé, la France Insoumise a quand même mobilisé 1 million de voix en plus, et le RN, au final, il a mobilisé, mais il a récupéré des voix aussi de Macron. Et ça, ça pour le coup, en plus, le PRCF le disait. Je me souviens d'un article, je crois, de Georges Gasto, il disait que Macron, c'était une passoire fascisante, et qu'en fait, il lâchait ses électeurs vers le RN. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont voté Macron, et qui ont voté RN pour la première fois, tu vois. Mais donc voilà, moi sur l'abstention, sincèrement, je pense pas que ce soit une erreur, mais sur l'abstention, sur le boycott, je sais pas, je pense que ça changeait pas grand chose en fait sur ces élections-là, et que ça pouvait être dangereux de laisser juste voter des gens qui vont voter Macron ou RN, quoi. Je comprends ton raisonnement, et à vrai dire, moi je comprends que des gens, par peur déjà, qu'on le veuille ou non, malheureusement, de plus en plus, les votes ont lieu par refus de l'autre ou par peur. Et il y a de plus en plus de difficultés à voter pour adhérer à un programme. D'ailleurs, tu l'as dit, dans le fond, le vote LFI, c'était surtout un vote par rapport à la situation cataclysmique des Palestiniens au Proche-Orient. Et de ce point de vue, je signale que le PRCF a toujours souligné le courage politique de la France Insoumise sur ce sujet, hein, vu le feu nourri auquel a été nourri LFI, hein, justement, qui a frappé LFI depuis des mois. Ça, c'est vrai. Maintenant, le problème, c'est que, encore une fois, le scrutin en tant que tel, il y avait bien sûr cette question, mais enfin, il n'y avait pas que ça. Il y a ce fameux saut fédéral européen. Et puis, il y a quand même un autre enjeu important, puisqu'on parle de conflit, c'est la guerre à l'Est, par rapport à l'Ukraine. Et là, malheureusement, qu'on le veuille ou non, cette Union européenne en particulier, elle appuie le régime pro-nazi, parce que c'est un régime pro-nazi, il faut le dire clairement, de Kiev, contre la Fédération de Russie.
Au demeurant, nous, on n'est pas des défenseurs de Vladimir Poutine ou de son régime, puisque c'est un régime issu de la contre-révolution de 1991, et que Vladimir Poutine lui-même est anticommuniste. Bon, c'est clair. Enfin, c'est ça le problème, c'est que si on vote sur un seul critère, on oublie tous les autres critères. Et en particulier, l'un des enjeux centraux, fondamentaux, et pas seulement là, dans ce cadre des législatives, on va en reparler, mais depuis des mois, mais c'est la marche à la guerre. C'est la marche à la guerre, et qui, celle-là, sera fatale si ça va. Or, le problème, et là je conclus par rapport à ce que tu as dit que le NFP reprend le programme de la France insoumise. Bah, ça dépend sur quel point, du moins sur certains points, mais enfin, sur la guerre en Ukraine, ce que nous constatons, c'est que dans la section urgence de la paix, c'est ce qui est écrit dans le programme, hein, quelques lignes en dessous, il y a écrit livraison d'armes nécessaires à l'Ukraine. C'est une drôle de façon d'avoir l'urgence de la paix. Et je dis ça parce que malheureusement, pour nous, quand tu boycottes, la différence, c'est que tu refuses d'accorder une légitimité. Évidemment que ça ne changera rien, Macron, il s'en fout. Encore que. Pourquoi ils ont fait campagne, dans le fond, pour qu'il y ait un maximum de participation? C'est pas pour rien. C'est pour dire, bah, attendez, vous avez voté, vous avez participé, le peuple a parlé. Maintenant qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont exprimés, quel que soit ce qu'ils ont dit, on peut agir. Évidemment, il ne peut pas, puisque c'est le RN qui en a profité et on a expliqué pourquoi. Ouais, moi, en lisant le programme, j'ai vu, ouais, que ce soit sur l'Ukraine ou sur l'UE, il y a le programme est plus européiste et puis veut livrer des armes à l'Ukraine. Mais j'ai l'impression que c'est un peu des trucs lâchés par la France insoumise à Glucksmann et tout ça, des concessions. Mais à la fois, Ah je ouais. me dis que de toute façon, les parlementaires ne votent pas tellement pour ça. C'est plus le président de la République qui a des enjeux par rapport à ça, de toute façon. Donc, je ne sais pas si ça change énormément de choses pour ce programme. Euh, Même si alors, il y a idéologiquement, je suis deux. d'accord que c'est une défaite idéologique, hein, c'est sûr. Bah, en fait, si tu veux, par rapport à ce que tu dis, il y a plusieurs aspects. Le premier, alors évidemment que souvent on parle de Macron, Macron ceci. Cela dit, il faut rappeler que dans la constitution de la Ve République, puisqu'on y est encore dedans, hein, pour le moment, on verra si ça durera d'ailleurs à force, l'article 20, j'insiste sur l'article 20 que les personnes ne connaissent pas forcément, il est clairement écrit que le gouvernement, le Premier ministre, détermine et conduit la politique de la nation. Détermine et conduit la politique de la nation. Et a bien écrit la politique. Et c'est pas seulement la politique intérieure. En réalité, il peut avoir aussi des choses en termes de politique extérieure. Donc, ça nous renvoie à ce que tu viens de dire. Et ça nous renvoie à un deuxième point, c'est que euh, nous sommes d'accord pour tout faire pour réduire au maximum, d'ailleurs c'est normal qu'on soit d'accord, parce qu'on est quand même les premiers visés et concernés aussi, pour réduire au maximum le RN, et pas que le RN, les LR, hein, pas les oublier, l'extrême droite, dans sa globalité, Zemmour, etc. Bon, après, quand tu vas voir les travailleurs, tu ne peux pas juste leur dire on se bat contre le RN, parce qu'ils vont dire et vous proposez quoi? Bien sûr. Donc ils vont demander le programme. Ils vont demander le programme. Alors après, si dans le programme, tu arrives à plus ou moins justifier un certain nombre de mesures sociales bienvenues au demeurant, augmenter le SMIC et tout, mais il n'y a pas de problème, de 100 fois oui. Mais le problème, c'est, eh ben, je l'ai dit tout à l'heure en plus, parallèlement, tu livres des armes, parallèlement, donc tu donnes de l'argent pour la guerre, et parallèlement, la Commission européenne te lance une procédure pour déficit excessif. Et soyons bien clairs, le problème, c'est pas les amendes, on s'en fout. Les amendes, le montant, la France en a déjà eu, elle en aura encore, c'est dérisoire. Le problème, c'est, bah, on contrôle rien. On contrôle pas la monnaie, on contrôle pas le budget, on contrôle rien. Et s'ils veulent t'envoyer vraiment des scuds en termes de, bon, bah, Ah, j'ai perdu. alors, Ah, tu me diras, on n'est pas la Grèce. Oui, d'accord. je t'ai perdu 15 Mais secondes, ouais, Fadi. comment? Je t'ai juste perdu 15 secondes. Tu disais, s'ils veulent nous envoyer des scuds, on contrôle rien. En gros, ça s'est arrêté là. Oui, non, je disais, le problème, c'est que si la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le FMI et tout veulent nous envoyer des scuds, vu qu'on contrôle ni la monnaie, ni le budget, bon, on fait quoi? On fait quoi pour continuer à augmenter les salaires et tout? Bon, ça va être compliqué. Une anecdote, enfin pas une anecdote. Tu sais que, puisqu'on parle du Front populaire, dès août 1936, les capitaux quittent la France pour aller en Suisse et aux États-Unis, et à l'époque, il n'y a pas l'Union européenne, hein. Et ben, ça y est, c'est terminé. Les congés payés, ils sont morts. Ils sont morts l'été suivant. Et d'ailleurs, dès février 1937, Léon Blum annonce une pause qui, en fait, était préparée depuis l'été 36.
Voilà, si tu contrôles pas les capitaux, la monnaie, et à l'époque, la monnaie était contrôlée par la Banque de France. La Banque de France, d'ailleurs, pas tant par le Front populaire. Tu fais comment? Bon, c'est ça le problème. Et à un moment donné, les travailleurs, ils demandent concrètement le programme, qu'est-ce que vous proposez, comment vous faites? Et quand je dis ça, et je m'arrête là, soyons clairs. Si tu me demandes qu'est-ce que tu dois choisir entre RN, Macron et NFP, mais je ne pose même pas les questions. Ce sera le NFP. Sauf que il y a l'expérience du passé. C'est important. Ouais, ouais, mais il y avait Olivier Matteux qui disait ça sur la chaîne la dernière fois, où il disait Mmh. il y a quand même quelque chose, mais il y a un impensé à gauche, peut-être par peur électorale, parce que on nous dit que le Frexit n'est pas si demandé que ça par la population. Moi, je suis pas sûr que ce soit si vrai que ça, mais bon, faudrait. Non, c'est faux. C'est faux. Enfin, ça dépend des tranches de la population, mais en gros, il disait euh, c'est compliqué d'arriver avec un programme, par exemple, de réinvestissement dans l'hôpital et les écoles quand on ne critique pas très clairement la politique européenne, parce que c'est vrai que Ah c'est oui. demandé par l'Union européenne aussi, tout ça. Et qu'au bout d'un moment, moi je comprends la stratégie de la France insoumise, mais ne pas nommer les choses et dire ouais, on le fera plus tard, bah, c'est aussi le risque d'arriver à un moment donné où on va se confronter à l'Union européenne et peut-être qu'il faudra taper du poing sur la table. Et si la population n'est pas préparée à ça, ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal. Donc sur ça, Bah, je vous rejoins assez. Ouais. tu viens de dire le problème. Je veux dire, d'ailleurs, et entre parenthèses, ça explique aussi pourquoi l'extrême droite gagne. Parce que ce qu'a fait l'extrême droite, c'est un long travail hégémonique de bataille culturelle. Hein, t'en sais quelque chose. C'est le combat que tu mènes et ce qu'on mène aussi au PRCF, hein, en plus du combat politique et tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la bataille pour l'hégémonie culturelle, elle est centrale. Et ce qu'a fait l'extrême droite depuis les années 70, c'est qu'elle a travaillé sur les éléments de langage, sur l'imaginaire, etc. Alors qu'à gauche, à vraie gauche, hein, je ne parle pas d'Europe Écologie Vert, le PS ou des trucs comme ça, mais on a perdu progressivement les éléments qui faisaient notre force en matière d'hégémonie culturelle. Ce qu'on appelle les 30 glorieuses, plus ou moins justement, on va dire. Mais qu'est-ce qui a joué un rôle important en matière idéologique? Bah, c'était notamment le marxisme, le structuralisme, ces courants-là. Maintenant, essaye d'être marxiste à l'université, à l'école, tu vas voir. Et sans que ce soit forcément des gens d'extrême droite, en réalité, ce sont des idées, c'est l'imaginaire réactionnaire qui a progressé. Et comme tu l'as dit, si tu prépares pas les travailleurs, etc., à cette opportunité, par exemple, d'en finir avec l'Union européenne, alors qu'ils sont capables de l'entendre. C'est ça le pire, c'est qu'ils sont capables. Ils sont capables de faire le lien. Écoute, je suis prof d'histoire. Donc à un moment donné, je monte les rapports, entre eux, par exemple, le tournant de la rigueur, le système monétaire européen et tout. Les élèves, ils pigent en 2 minutes. Ils sont capables de comprendre. Mais non, il y a des tabous. L'Europe, c'est un tabou. Le truc, c'est un tabou. Bah, en attendant, ça fait 40 ans que c'est un tabou. Et comme par hasard, ça fait 40 ans que l'extrême droite monte. Donc à un moment donné, et ce que disait Olivier est très juste. Si tu ne dis pas à un moment donné les choses, les mots sur les choses, ben, un jour ou l'autre, c'est tard. Je ne peux pas dire que Bah, c'est trop tard. d'autant que tu vois la gauche, notamment la gauche un peu radicale, notamment la France insoumise, arrive à tenir des positions. Donc c'est dommage que sur cette position-là, ils le fassent pas. Et même qu'ils aient régressé par rapport au plan A, plan B, Ah parce oui. que si tu veux, quand il s'agit de tenir une position sur la Palestine et de se faire traiter d'antisémite, ce qui est quand même pas évident, ils arrivent à tenir la. Ça me paraît moins Bien dur comme sûr. combat à mener presque que d'arriver et de critiquer l'Union européenne, qui a des bourdes depuis 40 ans et qui peut se critiquer relativement facilement. Mais j'ai l'impression que il y a ce côté aussi électoraliste de vouloir jouer presque la confusion. Et c'est pas, je trouve qu'ils font un peu pareil sur le nucléaire, tu vois. Moi, je suis pas persuadé que la France insoumise soit anti-nucléaire, mais ils ont un discours anti-nucléaire parce qu'il faut qu'ils récupèrent les électeurs de ELV. Et les électeurs de ELV, ils voteraient pas pour une France insoumise pro-nucléaire, tu vois. Et il y a ce côté-là, mais le problème, c'est qu'à ménager les deux côtés, le jour où tu arrives au pouvoir, tu vas forcément perdre une partie de la population qui a voté pour toi parce que tu les auras trahis, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu mets pas fin au nucléaire alors que tu as dit que tu mettrais fin au nucléaire, bah, tu vas perdre ton socle. Les médias qui Et, appartiennent à la bourgeoisie vont te taper dessus en disant regardez, il a trahi. Et ça va être compliqué. Donc, c'est un programme à et court tu terme, vois, tu gagnes, à long terme, tu gagnes pas. et justement, ce que tu dis, c'est important parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, bon, on pourrait croire que nous, on est sectaires, machin et tout. Sauf que, par exemple, en 2017, très clairement, le PRCF a appelé à soutenir, à appuyer avec
quelques réserves par-ci par-là, mais enfin, on a fait la campagne de Mélenchon, on l'a appuyé, moi je me souviens que je passais, 3 soirs par semaine facile à aller coller des affiches pendant des heures, à l'époque j'habitais dans les Yvelines, avec d'autres camarades qui n'étaient pas au PRCF d'ailleurs, enfin, parce que j'ai relu le programme, L'Avenir en commun, mais c'était clair, la ligne c'était l'UE, on la change, on la quitte, et même sans parler de l'UE, tu avais sorti de l'OMC, sorti du FMI, tu avais tout ça. J'ai relu ce programme, je suis pas fou, il a été écrit. Et là clairement, la ligne, elle a été complètement abandonnée. Et d'ailleurs, ce qui le prouve, c'est même pas moi, c'est la vague de départ, alors soit forcée, soit volontaire, qu'il y a eu à LFI, à la suite, justement de l'infléchissement de cette ligne, qui pour nous était un infléchissement droitier et en effet, comme tu l'as dit, pour capter certains électorats et tout. Je signale pour terminer là-dessus, Je suis pas que si persuadé tu qu'il soit droitier si cet infléchissement, mais je pense il met de la oui. confusion là où il y en avait pas, tu vois, mais Bah oui et d'ailleurs, je vais même aller plus loin, tu sais, 10 jours avant, allez, 8 jours disons, avant le premier tour en 2017, tout à coup, il n'a plus parlé de cette question potentielle de Frexit dont il était entre guillemets «accusé», parce que nous ça ne nous dérangeait pas, au contraire, par Benoît Hamon et compagnie à l'époque. Il n'en a plus parlé. Il n'en a plus parlé et comme par hasard, à partir de ce moment-là, sa progression qui était mais vraiment réelle, importante, elle s'est tassée et en plus il s'est fait plomber par exemple par Clémentine Autain sur l'Alba. Alors tu vois, bon, à un moment donné, quand tu es dans la confrontation radicale, il faut assumer de ne pas plaire à quelques modérés, machin, parce que tu gagnes en fait davantage par rapport à des classes populaires qui veulent cette rupture radicale. C'est mmh. ça la réalité. Et comme ils ont eu le sentiment que dans le fond, c'était l'entourloupe, comme tu as dit, c'était pas clair, ils se sont alors tournés vers le RN, qui lui est mensonger et tout ce que tu veux, mais qui donnait l'impression fausse, hein, on répète, de vouloir rompre, etc. Alors qu'encore une fois, on l'a dit, ils veulent pas non plus. Voilà. Bon, ils ont leur cible, les Arabes, les musulmans, les trucs, les machins, enfin, voilà quoi. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, ça faudrait des analyses. Je sais pas à quel point les gens seraient barrés du RN vers enfin du front de gauche vers le RN. Mais en tout cas, c'est vrai que C'est enfin, je sais pas si tu as des données sociologiques là-dessus, hein, peut-être. alors, tu sais, c'est plus compliqué parce que d'abord, n'oublions pas que le premier parti de France, c'est l'abstention. Mm. Cela dit, quitte à prendre quelques personnalités, pense à Alexandre Cotarac. Eu Alexandre Cotarac, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il était sur des bases claires forcément à la base, mais disons que, et d'ailleurs, si tu regardes bien, les gens qui, pour certains, votent RN, alors pas tous, tu as des vrais fachos, des vrais rastons parmi ceux qui votent RN, et tu en as aussi qui pensent sincèrement, et puis c'est entretenu par les médias qui le répètent en boucle mensongèrement, Macron aussi d'ailleurs, qui pensent que le RN est pour le Frexit, mais c'est pas Mm. le cas. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est pas le cas. Et Macron, qu'est-ce qu'il dit encore une fois au second tour en 2022? Il entame à peine son second tour, il dit ce sera un référendum pour ou contre l'Europe. Mais c'est ce qu'il dit pour faire campagne. Mais comme c'est. Et d'ailleurs, Marine Le Pen se justifie tout le temps en disant mais moi, je veux pas sortir de l'UE, il n'en est pas question. Mais on sait qu'elle veut pas. Mais tu vois, et le drame dans tout ça, c'est que ça laisse entendre que le Frexit sera un truc d'extrême droite, alors que c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse, ils veulent pas. C'est un truc qu'en revanche, de plus en plus, dans le fond, je ne peux pas dire avec assurance que forcément les classes populaires veulent absolument la rupture avec l'UE, mais ce qui est certain, c'est que si tu leur en parles pas, en fait, à un moment donné, tu es sûr que ils viendront pas forcément vers toi parce qu'ils comprennent bien qu'il y a des choses qui leur échappent en termes de faisabilité de politique sociale, etc. Et le fait de cacher ces sujets, c'est ce que disait Jean Jaurès, hein. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. À un moment donné, si tu la dis pas la vérité, Mais il si y tu a es un dans le truc flou, qui est où justement, faut être clair, je trouve, avec cette rupture avec l'UE, c'est justement dans le côté progressiste, parce qu'il y a aussi ce problème de dire, quand tu dis juste faut rompre avec l'UE, bah des fois ça peut justement faire le jeu des nationalistes, tu vois. bien sûr, C'est-à-dire, tu dis, ouais, faut rompre avec l'UE, et puis les gens, ils en déduisent, ah oui, les étrangers, machin, enfin, tu vois, genre comme si c'était le mondialiste, il y a tout cet imaginaire un peu, le bien sûr. cosmopolitisme ou je sais pas trop quoi, tu vois. Alors que justement, faut avoir une explication claire de pourquoi est-ce qu'il faut quitter l'UE, et notamment parce que c'est un outil de la bourgeoisie. Je voulais rebondir par rapport parce qu'on en a parlé hier. On était en live, il y avait Raphaël Arnaud, il y avait Paul Hellec, il y avait Docteur Zoé, et on parlait d'un truc, c'était la posture de Roussel justement sur son incapacité à assumer une radicalité. Je ne sais pas si tu as vu cet extrait. En gros, il y a Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national qui lui dit donc vous êtes immigrationniste, vous êtes pour donner des droits aux sans-papiers.
Et là, Roussel, au lieu de dire oui, il répond oui, mais pas tous, mais en fait, faut avoir travaillé je sais pas combien de temps. Et en fait, quand tu commences à faire ça, t'as déjà perdu. Parce que tu prends la logique Ah de bah l'adversaire oui, et tu dis ah ouais, en fait, t'as raison, faut pas trop en ajouter. Si t'assumes la radicalité, bon, il y a des gens à qui ça va pas plaire. Mais il y a des gens à qui ça va plaire et on comprendra ton projet. Si tu donnes raison au RN en disant non, mais de toute façon, ouais, il y a déjà trop d'étrangers, du coup, on va en prendre que quelques-uns. Il a pris un exemple avec en disant oui, mais vous comprenez quelqu'un qui a travaillé 40 ans. Mais pour Fabien Roussel, il faut travailler 40 ans dans ce pays pour avoir les papiers, tu vois. Enfin, c'est aberrant, tu vois, comme truc. en fait, il y a la radicalité puis la dialectique. En fait, il y a aussi le problème de la dialectique. Tu sais, il y a 2 semaines, j'étais à une émission du Média, c'était avant le scrutin, là, européiste, et à un moment, il y a une question sur l'immigration. Bon, et à côté de moi, il y avait, Selma Labib, qui était, l'une des candidates du NPA, révolutionnaire, de Oui, NPAR, je vois qui c'est. voilà. Bon, et bon, on nous pose une question, alors l'immigration, machin, nin nin nin. Bah, nous, notre ligne, elle est très simple, c'est, bah, tous les travailleurs sans papiers qui sont en France, faut les régulariser, mais 100 fois, 1000 fois. Déjà parce que ça emmerdera au passage, les forces capitalistes, parce qu'elles pourront plus s'amuser à faire de la concurrence non libre et faussée, écraser les salaires et soi-disant et au passage exploiter, justement tous ces travailleurs, donc originaires d'un petit peu, bah, d'Afrique du Nord, d'Afrique et j'ajoute qu'on oublie souvent, mais la principale émigration qui concerne quand même la France, elle vient pas d'Afrique du Nord, d'Afrique, et cetera. Elle vient d'Europe de l'Est. Elle vient Mm. d'Europe de l'Est, c'est-à-dire c'est une émigration dans le cadre de l'Union européenne, volontairement organisée, et cetera. Une fois qu'on a dit ça, bon, ça, je veux dire, tout le monde était, comprenait bien cette logique-là. Il y a autre chose, c'est que malgré tout, et c'est ce que disait Mélenchon en 2017. Là-dessus, il était très bon, hein, dialectiquement à ce moment-là. Il disait, mais le problème de fond, c'est pas la question, c'est pas les immigrés, je veux dire, c'est pas un problème. Eux, malheureusement, ce sont des victimes. Bon, donc, il faut les aider. Mais par contre, il faut tout faire pour essayer pour leur permettre de ne pas partir de leur pays. Parce que Mm. si tu pars de ton pays, c'est pas par plaisir. C'est parce que tu n'as pas le choix, parce que tu as les guerres, parce que tu as l'exploitation économique, des potentats locaux et des grands groupes capitalistes, parce que tu as les problèmes climatiques. Bon, et d'ailleurs, n'oublions pas que si on prend le cas du continent africain, plus de 80% des migrations africaines s'effectuent à l'intérieur de l'Afrique. Donc les types n'ont pas envie par plaisir de venir en France. C'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, encore une fois, tu pars parce que tu n'as pas le choix. Mais ça, Roussel, il ne peut pas le dire. Et tu sais pourquoi il ne peut pas le dire? Ben, la réponse est très simple, c'est que il faut penser dialectique. Quand tu penses plus dialectique, quand tu penses plus les problèmes, justement, bah, selon une analyse concrète de la situation concrète. Tu vois, c'est une formule de Lénine. Bon, tu le sais d'ailleurs. Bon, bah, à partir du moment où tu penses pas comme ça, bah, et oui, tu tombes dans l'air du temps où en fait tu vas essayer de contrer le RN, mais en fait avec les arguments du RN. Donc en fait tu le renforces. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Je voudrais revenir moi, sur la dissolution. Est-ce que c'était quelque chose que vous attendiez, vous? Est-ce que vous y attendiez pas? Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça au PRCF? Eh ben écoute, et je vais pas mentir, je vais être sincère, enfin sincère, je vais vraiment dire la vérité là-dessus. Si on a pu avoir trois candidatures, on aurait pu peut-être en avoir plus, mais bon, ça coûte cher quand même à un moment donné. Si on a pu avoir trois candidatures, c'est parce qu'on a anticipé. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Et notamment au niveau de notre secrétariat national, dès fin avril, je dis bien dès fin avril, l'hypothèse avait été émise en particulier par Georges Gaston. Moi, j'étais un peu plus sceptique, très sincèrement. Et on l'avait vraiment pensé ça. Et donc, on avait travaillé déjà sur un document où on fixait le cadre, si on a des candidats ou pas, où ça, quelle ligne tenir. Sinon, ça n'aurait pas été possible d'avoir trois candidatures. Voilà, je te le dis franchement. Donc, on l'avait anticipé. Ça ne veut pas dire qu'on en était sûr à 100%, moi le premier. Cela dit, je me souviens à 19h15, là, le dimanche 9, lorsque j'ai entendu Macron a réuni Darmanin, Attal, enfin toute sa garde rapprochée, là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, bah, il dissout. Et, et d'ailleurs, je vais te dire, le soir même, on a écrit aux membres de notre comité central pour envoyer le dit document sur lequel on avait travaillé pendant des semaines. Donc, on n'a pas été surpris de ce point de vue, au moins au niveau du secrétariat national. Je ne dis pas forcément au niveau des membres du PRCF, parce que nous, on attendait quand même de voir, bon, malgré tout, qu'est-ce qui allait se passer ce fameux dimanche 9. Mais en tout cas, on avait travaillé sur cette probabilité. Je ne dis pas que ça allait forcément avoir lieu pour nous le 9 au soir. Ça a été le cas. En tout cas, on avait des éléments
pas parfaitement rodé, hein, jamais parfaitement prêt, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, on savait que ça pouvait arriver, clairement. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est un coup de force quand même d'avoir réussi à avoir 3 candidatures. Quand tu prends, je sais pas, Révolution Permanente, ils en ont une. Si, il y a Lutte Ouvrière, mais Lutte Ouvrière, ils sont implantés depuis longtemps dans les législatives. Mais Oui, il n'y a pas oui, tellement d'autres voilà. groupes, d'autres groupes communistes qui ont réussi à avoir beaucoup de candidatures. Le NPA, donc ils ont Poutou, mais dans le NFP. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ces candidatures? Parce que avec le nouveau Front Populaire, j'imagine que c'était pas évident non plus de. Enfin, je sais pas, hein, mais c'était pas non plus évident de se poser. En fait, il y a toujours le risque de passer pour des saboteurs du Front Populaire, si tu veux, de se placer à leur Mmh. gauche. Ouais. Bon, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, je pense que vous avez eu raison. Et moi j'ai une ligne hein, là-dessus, c'est de soutenir le Front Populaire quand il y a l'extrême droite qui peut passer, et de soutenir les candidatures qui sont plus à gauche que le Front Populaire. Dans toutes les circonscriptions, l'extrême droite ne peut pas passer parce que s'il y a quelqu'un du PRCF ou un Manas Kazib qui se retrouve à l'Assemblée, bah, j'imagine qu'il votera plus à gauche que Sandrine Rousseau, par exemple. Tu vois, enfin, c'est un Oui, peu. il y a des grandes chances, sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Voilà, Heu, donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces législatives et votre rapport au nouveau Front Populaire? Bah, déjà la première chose, c'est que lorsqu'on a lancé, justement notre dynamique, c'était avant qu'existe le nouveau Front populaire. Puisque je t'ai dit, on l'a fait dès dimanche soir. Oui, Donc, on n'avait pas attendu qu'il y ait le nouveau Front populaire là-dessus. Après, honnêtement, nous la campagne, on a 30 mesures immédiates qui sont déjà prêtes depuis un petit moment, on a actualisées, elles existaient déjà depuis quelques années. Soit dit en passant, nous on appelle aussi un nouveau Front populaire depuis un moment et on a tendu la main à plusieurs reprises à LFI et au PCF depuis 5 ans. Malheureusement, on n'a jamais aucun retour de leur part. Bon, bah, ça, c'est comme ça. Après, par rapport à la situation présente, je fais observer d'abord que malheureusement pour eux, d'ailleurs, au sein du NFP, ils se divisent eux-mêmes, y compris au sein de la France insoumise. Et alors, il se trouve que par le plus grand des hasards, un de nos candidats est dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis, là où il y a eu la non-investiture d'Alexis Corbière. Bon, mais tout ça, on avait en fait déjà acté avant. Enfin, ça, voilà, ça nous tombe dessus. Alors après, est-ce qu'on peut apparaître comme des saboteurs, des trucs? Alors, je vais répondre par l'inverse. Si on apparaît comme des saboteurs, ça voudrait dire qu'on a une influence extraordinaire, ce qui, quelque part, nous ferait oui. plaisir. Mais bon, on va pas se mentir, on n'a pas les forces numériques, financières de LFI ou du PCF. De toute façon, En cette revanche, circonscription ne tombera pas à la main de la droite, hein, c'est mais impossible. voilà, Il y a non peut-être mais 60% de vote FI au premier tour. ben voilà, non mais non, on est là pour faire connaître d'abord les idées du PRCF, proposer vraiment un plan de mesures immédiates, et puis soyons clairs, et ça on l'a clairement dit aux camarades, nous, la campagne, on la mène contre qui? D'abord pour nos idées, et puis contre le RN Zemmour, parce qu'il faut les associer, contre les LR, il ne faut pas les oublier, et contre Macron. On ne parle pas du NFP, c'est pas nous qui en parlons. À la limite, ce sont les gens qui viennent nous en parler pour dire pourquoi vous n'êtes pas avec eux. Bah, dans ce cas-là, on leur dit deux choses, hein, même trois. Premièrement, bah, on mène notre propre campagne parce qu'on avait décidé. Deuxièmement, si vous voulez parler du programme du NFP, allez voir eux, pas nous. C'est pas à nous d'en parler, c'est à eux d'en parler. Au pire des cas, s'ils demandent qu'on insiste dessus, on dit bah, écoutez, on a quelques désaccords avec eux. Maintenant, il est clair que, d'abord, je rappelle qu'il y a deux tours. Il y a deux Mm. tours. Hein, bon, c'est très rare qu'au premier tour, il y ait comme ça un truc spectaculaire. Mais si au second tour, il y a un duel, je vais préciser quand même, s'il y a un duel LFI ou PCF contre RN, ouais, la question ne se pose pas. Bien sûr, on soutiendra. Même si on précisera qu'on ne garantit absolument pas, mais absolument pas, le programme de NFP. On ne peut pas, parce qu'on a dit, il y a trop de contradictions. En revanche, pour nous, soutenir le PS, Glucksmann ou EELV, qui votent toujours les résolutions les plus anticommunistes du monde depuis des années et qui poussent à la guerre, quand même, bah désolé, mais pour nous, ça, c'est pas être de gauche. Donc, eux, ils se démerderont. Et puis d'ailleurs, ils nous en font suffisamment en temps normal. Donc, si tu veux, au sein du NFP aussi, on essaye quand même de euh, tirer de manière, je veux dire, constructive vers des positions encore plus à gauche. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, c'est exactement ce que fait un syndicaliste comme Olivier Matteux aussi, qui n'arrête pas de dire attention aux trahisons. Attention, on a déjà donné par le passé. Donc, il faut quand même mettre un peu de pression aussi pour faire comprendre qu'on n'a pas le droit à l'erreur dans ces cas-là. Voilà. Bah, oui, oui, bah, surtout que euh, j'ai l'impression qu'avec le nouveau Front Populaire, il y a eu 48 heures où je sais pas, il y a eu un petit peu d'espoir à un moment donné. Et qu'aujourd'hui, alors moi j'appellerais à voter Front Populaire de toute façon contre l'extrême droite, il n'y a aucun souci.
Mais quand on voit ce qui est en train de se tramer avec Hollande qui rentre dedans, avec Place Publique, avec tout ça, on a du Mais mal à ne pas voir. Enfin, sincèrement, moi, je pense que si après l'élection, il y a une majorité possible entre Édouard Philippe, Macron, Glucksmann, Hollande et tout, le PS trahit en 24 heures, hein. Donc, oui, oui. je vois mal le PS appliquer le programme d'ailleurs qui est insuffisant, mais qui est déjà un peu social. Ça m'étonnerait que François Hollande, demain, il demande à avoir les 32 heures, le SMIC à 1600 et puis la retraite à 60 ans. Surtout qu'il a fait tout le contraire. Bon, en même temps, tu me diras, au Parti socialiste, la trahison, c'est dans les gènes depuis 1914. C'est pas une nouveauté. Mais le problème, et là j'insiste sur ce point, c'est que c'est pour ça que nous aussi, on a un certain nombre de réserves quand même à prendre en compte. C'est qu'à la limite, franchement, moi c'est ce que j'ai dit récemment à une réunion, y compris avec des camarades de la CGT, je leur ai dit, honnêtement, je connais rien à la politique, imaginons que je connaisse rien à la politique. Je regarde les 3 programmes, je vois qu'il y a des tas de mesures sociales et tout, je dis, bah, j'hésite pas, je vote tout de suite NFP. Le problème, on l'a dit, c'est que premièrement, alors, les structures, les superstructures ne sont pas du tout évoquées, FMI, OMC, etc. Et deuxièmement, bah, c'est pas la première fois qu'on a une tentative d'expérience de ce type. On a eu l'Union de la gauche en 1981 sur le programme commun qui s'est fracassé sur le système monétaire européen, donc il n'y avait même pas d'euro à l'époque. Bon, il n'y avait pas de banque centrale européenne, il n'y avait pas tout ça. Il y a eu la gauche plurielle, pas dire que c'est laissé un grand souvenir chez les travailleurs, record de privatisation, bombardement de la Yougoslavie par l'OTAN, bon, je ne vais pas développer. Et puis il y a eu le mandat Hollande. Enfin, c'est pas possible. Le code du travail, avec cette fameuse loi chômage, hein, c'est pas une loi travail, c'est une loi chômage. Tu as eu quand même la tentative de déchéance de nationalité. Enfin, ça vient pas de la droite, ça vient du Parti socialiste. Donc à un moment donné, nous, ce qu'on dit, c'est que, bon, on comprend qu'il y a une urgence antifasciste, mais la seule carte de l'antifascisme et de l'antiracisme ne peut pas marcher seule. Ça ne peut plus marcher seul, parce que bah, il y a eu toutes ces trahisons, et qu'à un moment donné, les travailleurs, ils veulent des garanties sociales, démocratiques, et même en termes d'indépendance nationale, hein. J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Et Ouais, de ouais, paix, non, mais évidemment. De paix. Voilà. ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Est-ce qu'on peut évoquer peut-être les trois candidatures différentes, que les gens sachent un peu où Bien c'est, qui sûr. c'est, s'ils veulent voter pour le PRCF? Ah bah oui, 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 on ne peut que les inciter peu. Alors, chose intéressante, ce sont surtout de jeunes camarades, hein. Ce sont surtout des jeunes camarades qui sont candidats. Ils sont tous plus jeunes que moi, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Donc c'est une bonne nouvelle, sachant que je ne suis pas encore trop âgé. Oui, t'es pas Donc, vieux en plus. non, ça va. Donc c'est pas pour rien, c'est parce que ça fait des années qu'on voit arriver de plus en plus de jeunes, et pas que des jeunes étudiants, loin de là, hein, des jeunes travailleurs au PRCF. Parmi les candidats, il y a notamment Gilliatt de Sterck, qui est le secrétaire d'ailleurs national de la jeunesse pour la Renaissance communiste en France. Alors lui, il est candidat en Ille-et-Vilaine, du côté de Fougères. Donc j'ai plus exactement le numéro de la Circo, je crois que c'est la 6e pour être précis. Nous avons également donc en Seine-Saint-Denis, donc je l'ai dit sur la première Circo, c'est du côté donc de Montreuil. Nous avons un camarade qui s'appelle Yannick et sa suppléante Paula, très active également au sein, je le signale, du syndicat étudiant lycéen apprenti. Et puis nous avons dans le Val-de-Marne, du côté de Choisy-le-Roi. Alors, il se trouve que c'est la circonscription de Clémence Guettet. Bon, il n'y aura pas de suspense là aussi dans cette circo, hein, soyons bien clairs. Mais notre camarade Manon Allaire, en l'occurrence, et le suppléant Valentin Labourdette, ils sont donc dans la deuxième circonscription. Pourquoi est-ce là-bas? Bah, c'est parce qu'en fait, tout simplement, ça fait des mois, pour ne pas dire plus, qu'ils mènent un travail de terrain. Ils n'ont pas attendu le scrutin européiste pour le faire. Ils sont très actifs. Donc ce sont des jeunes camarades, vraiment, hein. Ils ont tous moins de 30 ans ou alors ils approchent la trentaine. Ils ont accepté, je tiens à les remercier, à les féliciter, parce que c'est pas évident de mener une campagne, surtout dans ce contexte et dans ces conditions. Et je signale qu'ils mènent la campagne comme on l'a signalé. Bataille contre le RN, Zemmour, contre Macron, contre les LR. On fait notre campagne, on fait notre bonhomme de chemin. Et puis après, écoute, de toute façon, on ne s'attend pas à des miracles, hein. Donc à partir de là, on saura faire ce qu'il faut pour faire en sorte que le RN et LR et compagnie soient le plus bas possible par la suite. Ouais, ouais, ouais.
D'autant qu'en plus tu dis c'est pas évident, mais d'autant plus dans ce climat de répression, d'autant plus si, il y a une alliance, encore plus droitière. On a vu, on avait commenté ça moi sur ma chaîne YouTube, Macron qui commence à essayer un peu de draguer encore plus à droite qu'il l'a fait. Parce que d'habitude, tu sais, il avait, Darmanin et tout qui servait, à être son aile droite, mais là carrément, Oui, il commence à parler il dit que le programme du NFP est immigrationniste ou je sais pas quoi. Enfin, on voit qu'il utilise un peu des termes pour essayer d'avoir, oui, oui. de gratter des voix à Bardella, ce qui n'arrivera pas à faire, je pense, de toute façon. Non. Je sais pas ce qu'on peut rajouter. Peut-être si tu as une analyse sur l'après, qu'est-ce que tu penses que ça va donner tout ça? Une cohabitation, que Macron va récupérer le pouvoir? C'est de la politique fiction, hein, c'est pas forcément. Voilà, si tu as si t'as une idée sur le futur, ou si le PRCF, je sais pas si vous en avez parlé sur le futur. En tout cas, on essaye toujours d'anticiper. Ben, la preuve, c'est que sinon, comme je te l'ai dit, on n'aurait pas pu avoir de candidature si on n'avait pas envisagé cette hypothèse. Beaucoup d'hypothèses sont envisageables. S'il devait y avoir une majorité absolue, à mon avis, la seule vraiment possible, ce serait l'alliance RN-LR. Il faudra voir aussi les LR, hein, pas les négliger, eux, hein, derrière Ciotti. Ce qui paraît a priori le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas de majorité. Et dans ce cas-là, plus que jamais, et ça aussi, ça fait au moins 3 ans qu'on le dit, que le pays soit plus que jamais ingouvernable. Et un pays ingouvernable, où il y a la tutelle du FMI, de l'Union européenne, etc., où il y a la répression, la suppression des lois, enfin des libertés, etc., les attaques contre les travailleurs, et notamment les travailleurs sans papier, pas que, hein, mais notamment, écoute, ça donne un cocktail détonnant, ça donne un cocktail détonnant. Et n'oublions pas quand même que les Gilets jaunes, c'était pas loin, et ça a été un peu soudain, inattendu. C'était il y a, ça va faire bientôt 6 ans, ça fait 5 ans et demi, mais à ce moment-là, on a vu comment ils ont eu peur en face, comment le pouvoir a eu peur. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais ce qui est certain, c'est que le pays, de toute façon, est devenu ingouvernable, et pas depuis le 9 juin. En fait, ça fait un moment, et pas depuis seulement les législatives de juin 2022. Et la preuve qu'il est ingouvernable, c'est que même quand il y avait des majorités absolues, comme avec le PS, bah, il fallait utiliser le 49.3 pour faire passer les contre-réformes, parce que ce ne sont pas des réformes, ce sont des contre-réformes qui détruisent tout. Les contre-réformes des retraites, de je sais pas quoi, enfin bon bref. Donc quand tu gouvernes en 49.3, c'est que tu peux plus gouverner. Bon, donc pour nous, ce qui est important, c'est plus que jamais d'accélérer le processus de reconstruction d'un vrai parti communiste, hein. Tu parlais de Roussel. Bon, moi je dis toujours, c'est pas un communiste, c'est un communicant. Bon, voilà, et pas très bon de surcroît. Donc reconstruire un vrai parti communiste, œuvrer aussi à ce qu'on ait un vrai syndicalisme de combat, et c'est important d'avoir des syndicalistes comme Olivier Matteux, comme Cédric Echti de la CGT Énergie de Paris, comme Jean-Paul Delesco, le secrétaire de l'UD CGT du Nord, j'en passe des meilleurs. Je pense aussi à notre camarade qui, lui, pour le coup, bah, tu vois, il est candidat NFP en Essonne, hein, Béranger Cernon, des cheminots. Bon, tu vois, là, on peut ne pas être d'accord, mais il est sur une ligne d'affrontement quand même, malgré tout. Et ben, je dis ça parce que c'est ça, finalement, la priorité derrière cette phase très intense, très importante, c'est vrai, mais le pays ne s'arrêtera pas au 8 juillet au matin. Et le plus dur commencera là, véritablement. Et ça nécessite, et je conclue là-dessus, quand même qu'à un moment donné, à gauche, dans la vraie gauche, hein, je ne parle pas du PS et ce machin-là, je veux dire, chez les syndicalistes de combat, chez les communistes et tout, tout, qu'on regarde toutes les superstructures. Parce que si on n'en parle pas, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plus il y a de flou, moins on parle des problèmes, et plus le RN en profite. Et les problèmes, on répète, UE du capital, FMI, OMC, OTAN, l'axe OTAN qui pousse à la guerre, la fascisation, tout ça est lié. Si on ne veut pas faire le lien, un jour ou l'autre, malheureusement, les travailleurs, et nous inclus, parce qu'on est des travailleurs et en plus contre l'ordre établi, eh ben on paiera l'addition un jour ou l'autre. Ou alors, bah, c'est simple, hein, il faut s'organiser pour mener le combat. Mmh. Non, je suis d'accord. Notamment, moi je trouve que c'est hyper important de parler des superstructures, et c'est super important de parler des sujets qui sont derrière, parce qu'il y a aussi, et je pense que c'est quelque chose qui crée du flou, c'est tu sais, de viser juste des superstructures. Par exemple, de dire, le problème c'est, si tu dis juste par exemple le problème c'est la monarchie présidentielle, c'est pas faux si tu veux, mais tu vises pas la Oui. bourgeoisie, tu vois? Donc il faut quand même dire Ah ce que tu dis non, derrière, non, tu vois? non. Parce que Ah cet oui. argument contre la monarchie présidentielle peut être un argument utilisé contre la dictature du prolétariat un petit peu, ou ça peut être un argument, tu sais, contre l'autoritarisme en général, on sait pas trop ce que tu vises. Mmh. Viser,
l'Union européenne, c'est pareil. Ça peut être un argument. Le RN peut très bien essayer de cracher sur l'Union européenne. Donc, il faut toujours aussi arriver à viser les superstructures et viser aussi la classe qu'il y a derrière ces superstructures. Et je pense que si on fait pas les deux, on est mort parce qu'on peut pas taper sur la bourgeoisie sans taper sur ses outils. On peut pas taper sur l'Union européenne sans dire ce qu'il y a derrière non plus, quoi. C'est-à-dire les forces du capital très bien organisées, les grands industriels, les grands banquiers, le MEDEF, le patronat européen, bon, tout ça, ce sont, tu sais, bah, ce qui est une petite anecdote dans le fond. Moi, je suis arrivé progressivement au marxisme-léninisme, comme beaucoup d'ailleurs, certainement. Mais en particulier, ce qui m'a fait arriver, c'est en étudiant l'histoire de la construction européenne. Mais quand tu regardes vraiment cette histoire qui a débuté non pas en 1950 avec Saint-Jean-Monnet, pas du tout, mais bien avant, bien avant. C'est-à-dire au moins depuis les années 20, et en réalité même déjà avant, bah, tu te rends compte que c'est la lutte des classes. C'est le rapport de force entre le capital qui se veut de plus en plus mondialisé, qui fait sauter toutes les barrières, toutes les régulations, les barrières, les régulations possibles, pour écraser l'ensemble des prolétariats qui s'organisaient, qu'on le veuille ou non, dans un cadre national déjà, pour commencer. Après, évidemment, ça peut aller plus loin, bah, tant mieux si ça va plus loin. Tu sais, c'est ce que disait déjà Jean Jaurès en 1898. Il disait que dans le fond, dans l'état actuel des choses, vouloir construire l'Europe, etc., c'est finalement arriver à un césarisme monstrueux qui écraserait à la fois les fiertés nationales et les revendications prolétariennes. Et Lénine ajoutait que les États-Unis d'Europe, en régime capitaliste, sont ou impossibles ou réactionnaires. Eh ben, tu as le résultat aujourd'hui. Puis il y a un truc, moi, je trouve, que je dis souvent sur la chaîne, mais le projet européen, tu sais, se centrer vraiment sur l'Europe, il y a aussi quelque chose de suprémacisme blanc là-dedans, tu vois. Complètement. Ah, mais Parce qu'il n'y a pas complètement. de raison, je crois que c'est en 2012, le Front de gauche, par exemple, parlait de la Mare Nostrum. Bah, moi, je trouve qu'on a plus à avoir en commun avec, Oui, je sais pas, l'Espagne, l'Italie, l'Algérie, le Maroc, tu vois, qu'avec l'Estonie ou la évidemment. Lettonie, tu vois. Et je vais même aller plus loin. Tu vois, en septembre dernier, il y a un essayiste allemand, je ne sais pas, un communiste, s'appelle Hans Kundani. Il a publié un article qui s'appelle Contre le tournant civilisationnel de l'Europe. En fait, c'est pas un tournant, c'est que en réalité, si tu regardes bien l'histoire, depuis les années, encore une fois, 1920, et on a vu ce que ça a donné au début des années 40, je ne vais pas l'expliquer, en fait, il y a cette idée que Europe et Occident, deux termes qui sont d'ailleurs très souvent utilisés à l'extrême droite depuis 100 ans, eh bien, ça doit se défendre contre les ennemis de l'extérieur, les invasions, les Chinois, les Russes, les musulmans, les Arabes, les Africains, les Latinos et, ne jamais oublier, les Rouges. Parce que les Rouges ne sont jamais très loin. En fait, c'est ça. Ce sont des termes civilisationnels qui favorisent l'extrême droite. D'ailleurs, ne soyons pas étonnés que, dans le fond, les forces qui montent depuis une quarantaine d'années dorénavant, ce sont les forces d'extrême droite. C'est pas étonnant. Parce que, en fait, ça renvoie aussi à un imaginaire qui est très clairement civilisationnel dans le mauvais sens du terme, dans le sens racialiste, suprémaciste. Voilà, bah, on est en plein dedans. Là, tu l'as d'ailleurs quand ils te disent les valeurs européennes. Enfin, quand tu regardes un peu l'histoire, par exemple, parce qu'il même il parle d'Athènes, tu prends l'histoire de l'Antiquité est très centrée autour de la Méditerranée. Enfin, Ah oui, ça veut pas dire grand-chose, les valeurs européennes. En mais fait, ils se cachent souvent derrière ça, les valeurs judéo-chrétiennes, et ce côté un peu, en gros, ouais, les et Arabes, surtout chrétienne d'ailleurs. surtout Et chrétiennes, oui, oui, et oui. surtout chrétienne, plus que judéo d'ailleurs, eux qui Oui. disent prétendent combattre l'antisémitisme. Bon. Mais oui, c'est ça, c'est l'Occident médiéval qui veut reconstituer. Ils veulent reconstituer l'Occident médiéval. Bah, d'ailleurs, n'oublions jamais que Zemmour, grand admirateur de Pétain, comme on le sait, bah, lui, ce qu'il veut, c'est revenir à l'avant 1789, à l'Ancien Régime, à l'Occident médiéval, c'est ça. Quand Sarkozy parlait du blanc manteau d'église en citant le prêtre ou le moine, je ne sais plus ce qu'il était, Raoul Glaber au début du XIe siècle, c'est le type qui parlait du blanc manteau d'église qui se couvrait en Europe. En fait, leur logique, c'est une logique de racialisation, de civilisation ethnico-religieuse, machin. Et alors forcément, dès que tu es un petit peu bronzé, dès que tu as un nom un peu bizarroïde, c'est pour ça que Zemmour veut changer les prénoms aussi d'ailleurs, bah, tu peux pas faire partie de ça, c'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va peut-être s'arrêter là, là on est pas mal, on a 58 minutes, moins d'une heure, je pense que c'est Ah oui, digeste pour les gens. En tout cas, je te remercie beaucoup de cet c'est moi, entretien. Je vous moi souhaite qui te bonne chance remercie. pour la fin de la campagne, même si la campagne est assez courte. Ouais, oui, ça, Et puis et voilà, et puis ça a intense. plu au chat, en tout cas, les gens étaient contents, donc voilà, merci beaucoup Fadi. Si ça contribue à la réflexion, tant mieux. Et merci à toi de nous avoir invités parce que c'est vrai que on est tellement censuré, d'ailleurs, généralement, même si ça commence un petit peu à changer ces derniers temps. Mais bon, on n'a pas Ouais, toujours on t'a vu l'occasion de sur le média pouvoir un peu. développer un peu.
Oui, c'était presque inespéré pour être tout à fait honnête, mais au moins ils nous ont invités. Ça arrive une fois comme ça. Je suis pas sûr qu'on repassera, mais on verra bien. Voilà. Ouais, parfait. Bah, sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à aller lire sur le site du PRCF sur Initiative Communiste si vous vous intéressez un petit peu au PRCF. Et voilà, je vous invite à donner sur le Tipeee comme d'habitude. Et puis, je vous dis à plus. Salut à tous.